J'étais assise dans la salle d'attente du médecin quand mon téléphone a sonné. C'était ma fille unique, Angela. Sa voix était étrange, presque froide, lorsqu'elle a dit « Maman, demain on part en voyage en Europe. J'ai déjà vendu ta maison de plage et ta voiture. On avait besoin de l'argent. Salut !» Et elle a raccroché comme ça. 45 ans à l'élever, à me sacrifier pour elle, et elle m'a jeté comme un déchet. Mais j'ai inspiré profondément et j'ai souri, parce qu'il y avait quelque chose que ma chère fille ne savait pas. Je m'appelle Antonia Brooks, j'ai 71 ans. Et jusqu'à cet instant, je pensais connaître ma fille. J'étais devenue veuve il y a 6 mois. Mon mari, Robert, était mort d'une crise cardiaque pendant que nous prenions le petit déjeuner, comme nous le faisions chaque matin depuis 45 ans. Ce matin-là, il m'avait servi du café à la crème et des tartines. Comme toujours, il avait embrassé mon front et dit « Bonjour mon amour ». Ce furent ses derniers mots. Depuis, Angela avait été plus présente dans ma vie, du moins le croyais-je. Elle venait me voir 3 fois par semaine. Elle m'a aidée avec les préparatifs des funérailles et m'accompagnait au supermarché. Elle a même suggéré que je voie un médecin pour un contrôle général. Maman, tu dois mieux prendre soin de toi maintenant que tu es seule, disait-elle avec ce sourire que je prenais pour de l'amour, mais que je comprenais maintenant être de la commodité. La maison de plage avait été notre refuge pendant des années. Robert et moi l'avions achetée quand Angela avait 15 ans, au prix d'un dur labeur et de sacrifices. Chaque été, nous y allions pour construire des souvenirs, célébrer des anniversaires et des Noëls. Angela y amenait ses petits amis, puis plus tard son mari Edward. Je cuisinais pour tout le monde, je nettoyais et je faisais la lessive. C'était notre tradition familiale. Je n'aurais jamais pensé qu'elle n'y verrait que de l'argent. Et la voiture, ce vieux pick-up Ford dont Robert prenait soin comme de son propre enfant. Il le lavait chaque dimanche, changeait l'huile religieusement et le garait toujours au même endroit, à l'ombre de l'arbre. Angela savait ce que ce camion représentait pour moi. C'était la dernière chose qu'il me restait de lui. Son odeur flottait encore sur les sièges. Quand elle a raccroché, je suis restée là, sur cette chaise en plastique verte et inconfortable, entourée d'autres malades. Et pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas pleuré. Quelque chose d'étrange s'est produit en moi. Un calme que je n'avais pas ressenti depuis la mort de Robert. Parce qu'à cet instant, je me suis souvenue de quelque chose que j'avais complètement oublié. 3 jours avant de mourir, Robert m'avait tendu une enveloppe Kraft. Antonia, mets ça dans le tiroir de ta commode. S'il m'arrive quelque chose, ouvre-la après un certain temps, mais seulement quand tu te sentiras prête. Je l'avais rangée sans trop y penser. Après les funérailles, avec tant de chagrin et tant de démarches, j'avais tout simplement oublié. Mais elle était là, m'attendant à la maison. L'infirmière m'a appelée pour entrer dans le cabinet. Le médecin m'a examinée et a dit que j'étais en bonne santé pour mon âge, que je devais simplement me reposer davantage et mieux manger. J'ai hoché la tête et souri, mais mon esprit était ailleurs. Je pensais à cette enveloppe, à la froideur dans la voix d'Angela et à la manière dont Edward était probablement derrière tout ça. Il ne m'avait jamais aimée. Il me voyait toujours comme une nuisance. Je suis sortie du cabinet et j'ai marché lentement jusqu'à l'arrêt de bus. Je n'avais plus de voiture, d'après Angela. Mais en attendant, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Il y avait quelque chose de poétique dans tout ça. Ma fille pensait m'avoir laissé sans rien. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que Robert, mon cher Robert, avait toujours été un homme qui planifiait à l'avance. Le bus est arrivé et je me suis assise près de la fenêtre. Je regardais la ville défiler. Les maisons, les magasins, les gens pressés partout, chacun avec ses tragédies, ses secrets. Moi aussi j'avais les miens. Et j'allais les découvrir. Quand je suis rentrée, je suis allée directement dans ma chambre. J'ai ouvert le tiroir de la commode et l'enveloppe Kraft était là, exactement là où je l'avais laissée. Mes mains tremblaient légèrement en la prenant. Je sentais qu'il y avait plusieurs documents à l'intérieur. Robert avait écrit mon nom sur le devant de sa belle écriture soignée. Je me suis assise sur le lit que nous avions partagé pendant tant d'années, et j'ai pris une profonde inspiration. Dehors, il commençait à faire sombre, et la maison se remplissait de ces ombres familières qui ne me faisaient plus peur. J'ai ouvert l'enveloppe lentement, comme si je déballais un cadeau d'anniversaire.
Ce que j'ai trouvé à l'intérieur allait tout changer. Ce que j'ai trouvé dans cette enveloppe m'a coupé le souffle. Il y avait des documents juridiques, des actes de propriété, des certificats bancaires et une lettre manuscrite de Robert. Mes yeux se sont remplis de larmes en lisant son écriture familière. Ma chère Antonia, si tu lis ces lignes, c'est que je ne suis plus avec toi. Pardonne-moi de ne pas t'avoir tout dit de mon vivant, mais je voulais te protéger des soucis. Au fil des ans, j'ai investi nos économies dans des biens et des entreprises. Nous n'avons pas seulement la maison de plage. Nous avons 6 autres propriétés, y compris l'immeuble où vivent Angela et Edward. Nous avons aussi des actions dans 3 sociétés qui valent quoi plus que tu ne peux l'imaginer. Tu es riche, mon amour. Tu l'as toujours été. Mais maintenant, tu l'es aussi sur le papier. Mes mains tremblaient, tandis que je feuilletais les documents. Il y avait des actes pour des maisons dans différents quartiers de la ville, un appartement en centre-ville, un petit motel sur la côte, et en effet, l'immeuble de 20 étages où vivait ma fille. Robert en avait été le propriétaire discret pendant les 10 dernières années, mais il avait tout mis au nom d'une société que je ne connaissais pas. Et d'après les papiers, j'étais l'unique héritière de cette société. Il y avait aussi des relevés bancaires de comptes dont j'ignorais l'existence, avec des chiffres qui semblaient irréels. Robert avait été chauffeur de bus pendant 40 ans, mais apparemment, il avait aussi été un investisseur très avisé. Chaque centime économisé, chaque sacrifice, il l'avait multiplié en silence, et je n'en avais jamais rien su. Dans la lettre, Robert expliquait qu'il avait tout gardé secret parce qu'il ne voulait pas que je m'inquiète pour l'argent, ni qu'Angela connaisse notre véritable situation financière. Tu sais, notre fille, Antonia, si elle savait que nous avons autant d'argent, son attitude changerait. Je veux qu'elle nous aime pour ce que nous sommes, pas pour ce que nous avons. Quelle ironie! Notre fille nous avait quittés en pensant que nous n'avions rien, alors qu'en réalité, nous avions tout. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai marché dans la maison, touchant les vieux meubles et les bibelots qu'Angela avait toujours critiqués comme dépassés. J'ai regardé les photos de famille au mur, surtout celle où elle avait 5 ans, assise sur les genoux de Robert et riant. Où était passée cette petite fille si douce? Quand est-elle devenue si froide, si calculatrice? Le lendemain, tôt le matin, le téléphone a sonné. C'était encore Angela. Sa voix semblait différente, plus douce, mais j'avais déjà appris à me méfier de ses changements de ton. Maman, comment ça va? Je voulais te dire qu'on a déjà transféré l'argent de la maison et de la voiture. On a déposé ta part sur ton compte. Ce n'est pas beaucoup, mais ça t'aidera à vivre quelques mois pendant que tu cherches quelque chose de plus petit. Ma part? Ai-je demandé en gardant une voix calme. Oui, maman, on n'allait évidemment pas te laisser sans rien. On t'a donné 30%. C'est juste, non? On a besoin de l'argent pour notre investissement en Europe. Edward a une incroyable opportunité d'affaires là-bas. 30% de mes propres biens. Comme c'était généreux. Je vois. Chérie, et quand partez-vous? Cet après-midi, nos valises sont déjà prêtes. On part pour au moins 6 mois. Peut-être plus si les affaires marchent bien. Mais ne t'inquiète pas, maman. Quand on rentrera, on t'aidera à trouver un petit appartement, quelque chose qui correspond à tes besoins. Correspond à mes besoins, comme si elle savait quels étaient mes besoins. D'accord, Angela, bon voyage. Oh, maman, je savais que tu comprendrais. Tu as toujours été si compatissante. On t'aime tellement. Et elle a raccroché. Je suis restée là, le téléphone à la main. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai éclaté de rire. J'ai ri comme je n'avais pas ri depuis la mort de Robert. La situation était si absurde. C'était comique. Ma fille m'avait volée, m'avait mise dehors de ma propre maison, m'avait parlé avec une condescendance insupportable, et tout ça pour financer une aventure européenne qui serait probablement un désastre. Mais ce qui me dérangeait le plus, ce n'était pas l'argent. C'était la facilité avec laquelle elle m'avait rejetée. 45 ans de ma vie dédiés à elle, de sacrifice, d'amour inconditionnel, et elle m'avait effacé de sa vie avec un appel de 2 minutes. C'est cela qui faisait vraiment mal. J'ai consulté mon compte bancaire en ligne. Effectivement, ils avaient déposé une somme qui leur semblait sans doute généreuse, mais qui pour moi était une moquerie.
Ils avaient vendu la maison de plage bien en dessous de sa valeur, probablement parce qu'ils avaient besoin d'argent rapidement, et ils avaient vendu le camion de Robert pour une bouchée de pain. Cet après-midi-là, depuis ma fenêtre, j'ai regardé Angela et Edward charger leurs valises dans un taxi. Lui portait deux énormes valises. Elle avait un bagage cabine au look très coûteux. Je les ai vus rire, s'embrasser et faire des projets. Ils ressemblaient à deux adolescents excités par une aventure. Ils n'ont jamais regardé vers ma fenêtre, ne m'ont jamais dit au revoir. Quand le taxi est parti, je me suis assise dans la cuisine avec une tasse de thé et les documents de Robert étalés sur la table. Je devais prendre des décisions. Je pouvais appeler un avocat, récupérer mes biens et reprendre tout ce qu'ils avaient pris. Mais quelque chose me disait qu'il y avait une meilleure façon de gérer ça, une façon plus éducative. J'ai appelé M. Peterson, l'avocat qui avait géré les affaires de Robert. Il avait assisté aux funérailles, m'avait présenté ses condoléances et m'avait dit de l'appeler si j'avais besoin de quoi que ce soit. Eh bien maintenant j'avais besoin de lui. Madame Brooks, c'est bon d'avoir de vos nouvelles. Comment allez-vous? Je vais bien, Monsieur Peterson. J'ai besoin de vous voir d'urgence. J'ai trouvé des documents de Robert que je ne comprends pas très bien. Bien sûr, vous pouvez venir à mon bureau demain matin. J'y serai. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi paisiblement. J'ai rêvé de Robert. Il était assis dans son fauteuil préféré, lisant le journal, comme chaque matin. Et quand il m'a vu, il a souri et a dit « Il était temps, mon amour. Il était temps que tu te défendes. » Je me suis réveillée avec une étrange sensation. Ce n'était pas exactement du bonheur, mais ce n'était pas la tristesse que j'avais ressentie pendant tant de mois non plus. C'était quelque chose comme de la détermination. Pour la première fois depuis la mort de Robert, j'avais un but clair. J'allais récupérer ce qui m'appartenait, mais pas de la façon dont Angela s'y attendait. Le lendemain matin, je me suis habillée avec plus de soin que d'habitude. J'ai mis ma robe couleur bordeaux, celle dont Robert disait toujours qu'elle me donnait de l'élégance. J'ai coiffé mes cheveux et mis un peu de maquillage. Et quand je me suis regardée dans le miroir, j'ai vu une femme que je n'avais pas vue depuis longtemps. J'ai vu une femme forte. Le bureau de M. Peterson était au centre-ville. C'était un immeuble ancien mais élégant, avec des sols en marbre et de grandes fenêtres. Il m'a accueilli avec un sourire chaleureux, mais quand je lui ai montré les documents, son expression a complètement changé. Madame Brooks, c'est bien plus que ce que j'imaginais. Robert était un homme très intelligent. Regardez, d'après ces papiers, vous êtes la propriétaire de... Je sais, Monsieur Peterson, je les ai déjà examinés. Ce que je dois savoir, c'est ce que je peux faire légalement. Monsieur Peterson m'a expliqué que tout était en règle, que les documents étaient légitimes et que j'étais la propriétaire légitime de tous ces biens. Il a aussi confirmé quelque chose que je soupçonnais déjà. La vente de la maison de plage était illégale parce qu'Angela n'avait aucun droit de la vendre. Nous pouvons récupérer la maison immédiatement, Madame Brooks, et nous pouvons aussi engager des poursuites contre votre fille pour fraude. Non, Monsieur Peterson, je ne veux pas engager de poursuite. Je veux faire ça autrement. Je veux que tout reste secret pour l'instant. Pouvez-vous m'aider? Il m'a regardé avec curiosité, mais il a acquiescé. Bien sûr, vous êtes ma cliente. De quoi avez-vous besoin? J'ai besoin que vous récupériez discrètement la maison de plage, que vous fassiez le nécessaire pour annuler cette vente frauduleuse. Et j'ai besoin que vous m'aidiez à prendre le contrôle réel de tous mes biens, surtout de l'immeuble où vit ma fille. Je comprends. Ce sera un processus qui prendra quelques semaines, mais c'est tout à fait faisable. Parfait. Et Monsieur Peterson, je ne veux que personne sache que je suis derrière tout ça, du moins pour l'instant. Quand je suis sortie de son bureau, j'ai eu l'impression de m'être réveillée d'un très long rêve. Je marchais dans les rues du centre-ville en observant les gens, les immeubles, la vie qui continuait comme si de rien n'était. Mais pour moi, tout avait changé. J'avais un plan. Les semaines suivantes ont été les plus étranges de ma vie. Officiellement, j'étais une veuve pauvre abandonnée par sa fille. Mais en secret, j'étais une femme riche, orchestrant silencieusement la récupération de mes biens. Monsieur Peterson travaillait efficacement et tous les quelques jours, il m'appelait avec des nouvelles sur l'avancement des procédures. J'ai décidé de rester dans ma maison pour le moment.
Après tout, elle était à moi, même si Angela s'attendait probablement à ce que je déménage dans une chambre unique. Chaque matin, je me réveillais, prenais mon petit déjeuner à la même table où Robert et moi avions partagé tant d'années, puis j'allais me promener dans le quartier. Les voisins me saluaient avec ce mélange de pitié et de curiosité qu'ils réservaient aux veuves récentes. Aurora, ma voisine de toujours, est venue me voir un après-midi, alors que j'arrosais les plantes devant la maison. Antonia, ma chère, c'est vrai qu'Angela est partie en Europe et t'a laissée toute seule? Oui, Aurora. Elle est partie avec Edward. Ils ont des projets d'affaires là-bas. Et comment vas-tu vivre, ma douce? On sait tous que Robert n'a pas laissé beaucoup d'argent. Si seulement tu savais, ai-je pensé. Ne t'inquiète pas, Aurora. Je m'en sortirai. Tu as besoin de quelque chose? Je peux t'apporter de la nourriture, t'aider pour les courses. Tu es très gentille, mais ça ira, vraiment. Aurora m'a regardée avec cette expression que je connaissais bien. C'était le même regard que j'avais reçu après les funérailles. De la compassion mêlée à un petit soulagement que ce ne soit pas sa tragédie. Bon, tu sais où me trouver si tu as besoin de quoi que ce soit. Ces conversations se répétèrent sans cesse. Le boucher, le boulanger, la dame de l'épicerie du coin. Tout le monde me parlait avec cette voix douce qu'on utilise avec les malchanceux. Et moi je hochais la tête, je souriais, je remerciais pour leur sollicitude. Mais au fond, une partie de moi aimait cette mise en scène. C'était comme vivre une double vie. Monsieur Peterson m'a appelé un mercredi matin. Madame Brooks, j'ai de bonnes nouvelles. J'ai pu annuler la vente de la maison de plage. Les acheteurs ne savaient pas que la vente était frauduleuse, donc ils ont récupéré leur argent sans problème. La maison est de nouveau à vous. Excellent, Monsieur Peterson. Et l'immeuble où vit Angela, c'est plus compliqué. Techniquement, vous en avez toujours été la propriétaire via la société, mais nous devons faire des changements administratifs pour que vous ayez le contrôle direct. Ça devrait prendre encore 2 semaines. Parfait. Tenez-moi informé. Après avoir raccroché, je me suis assise dans la cuisine avec mon café et j'ai pensé à Angela. Elle était en Europe depuis 3 semaines et je n'avais eu aucune nouvelle. Pas un appel, pas un message, pas même une carte postale. Pour elle, j'avais cessé d'exister au moment où elle avait obtenu l'argent dont elle avait besoin, mais je savais que ça allait bientôt changer. J'ai décidé d'aller voir la maison de plage. J'ai pris le bus pour la côte, le même trajet que Robert et moi avions fait des centaines de fois. La maison était exactement comme dans mes souvenirs. Petite, peinte en crème, avec une véranda donnant sur l'océan. Les nouveaux propriétaires avaient remis des plantes en pot sur les marches, mais à part ça, tout était pareil. Je me suis assise sur le trottoir en face et je l'ai regardé pendant 1 heure. Je me suis rappelé les après-midi d'été où Angela était petite, courant sur le sable et construisant des châteaux. Robert faisant griller du poisson au barbecue pendant que je préparais des salades dans la cuisine. Angela amenant des amis, puis des petits amis, puis Edward. Tous ces moments heureux qu'elle avait réduits à une simple transaction commerciale. Un homme âgé est sorti de la maison et m'a vue assise là. Il s'est approché, curieux. Ça va, madame? Oui, merci. Je me souviens, c'est tout. Vous connaissiez les anciens propriétaires? Oui, je les connaissais très bien. Quel dommage pour ce qui s'est passé. On nous a dit que la dame âgée était très malade et devait vendre vite. On pensait faire une affaire, mais il s'est avéré que la vente n'était pas légale. On a dû rendre la maison. Les connaissiez-vous personnellement? Non, on a tout fait par des intermédiaires, mais on nous a dit que la fille gérait tout parce que la mère ne pouvait pas. Quelle triste situation. Si seulement vous saviez à quel point c'est triste, ai-je pensé. Eh bien, je suis contente que vous n'ayez pas perdu votre argent. Oui, heureusement, tout s'est bien terminé, même si maintenant on doit chercher une autre maison. On l'aimait beaucoup, celle-ci. Je suis repartie le cœur lourd. Ce n'était pas seulement l'argent qui faisait mal, c'était la facilité avec laquelle Angela avait menti sur moi. Elle avait inventé une histoire sur ma maladie. Elle avait utilisé ma supposée vulnérabilité pour justifier ses actes. Pour elle, je n'étais pas une personne avec des sentiments, mais un obstacle à éliminer. Cette nuit-là, j'ai rappelé M. Peterson. Monsieur Peterson, j'ai besoin que vous m'aidiez pour autre chose. Je veux récupérer le camion de Robert aussi. Ce sera plus difficile, Madame Brooks.
Le camion était à votre nom, mais votre fille avait une procuration qui lui permettait de le vendre. Comment est-ce possible? Apparemment, vous avez signé cette procuration il y a quelques mois après la mort de votre mari. Vous ne vous en souvenez pas? Voilà donc le moment où Angela avait commencé à planifier tout ça. Je me rappelais vaguement avoir signé des papiers qu'elle m'avait apportés en me disant que c'était pour faciliter les arrangements des funérailles et de l'héritage. J'étais tellement perdue dans le deuil que j'ai signé sans lire, comme j'avais été naïve. Je comprends, Monsieur Peterson. Y a-t-il un moyen de le récupérer? On peut essayer, mais ce sera plus compliqué. Il faudrait prouver que vous avez signé cette procuration sous tromperie ou contrainte. Faisons-le. Je veux récupérer tout ce qu'ils m'ont pris. Au cours des semaines suivantes, j'ai pris une routine étrange. Le matin, j'étais la veuve pauvre que tout le monde connaissait. Je sortais acheter le nécessaire, je parlais aux voisins, je maintenais les apparences. Mais l'après-midi, je devenais une femme d'affaires. J'étudiais les documents de Robert, je parlais avec M. Peterson, je planifiais mon prochain coup. J'ai appris des choses sur la finance que je n'aurais jamais cru devoir connaître. J'ai découvert que Robert avait été bien plus intelligent que je ne le pensais. Chaque investissement avait été soigneusement calculé. L'immeuble où vivait Angela, par exemple, n'était pas seulement rentable grâce au loyer. Il se trouvait dans un secteur en pleine valorisation. J'ai aussi découvert qu'Edward, le mari d'Angela, avait beaucoup de dettes. Il avait contracté des prêts en utilisant l'appartement où il vivait comme garantie, sans savoir qu'il n'en était pas le véritable propriétaire. Quand les banques s'en rendraient compte, il serait dans de sérieux ennuis. Monsieur Peterson m'a appelé un vendredi avec une nouvelle importante. Madame Brooks, nous avons terminé toute la paperasse. Vous avez maintenant le contrôle total de toutes vos propriétés. J'ai aussi récupéré le camion de Robert. L'acheteur s'est trouvé être une connaissance à moi, et quand je lui ai expliqué la situation, il a accepté de le rendre en échange d'une petite compensation. Excellent travail, Monsieur Peterson. Maintenant, j'ai besoin que vous m'aidiez pour une dernière chose. Je veux que vous envoyiez une lettre à ma fille. Quel genre de lettre? Un avis d'expulsion. Il y a eu un silence au bout du fil. Madame Brooks, êtes-vous sûre de vouloir faire ça? Tout à fait sûre. Elle a décidé que je n'avais plus d'importance dans sa vie. Maintenant, elle va découvrir à quel point je compte vraiment. Je comprends. Voulez-vous que je l'envoie en Europe? Non. Je veux que vous la lui remettiez quand elle rentrera. J'ai le sentiment que ce sera très bientôt. Je ne me trompais pas. Cet après-midi-là, Aurora est arrivée en courant chez moi avec les derniers potins du quartier. Antonia, tu savais qu'Edward a des problèmes avec la banque? Mon beau-frère qui y travaille m'a dit qu'ils enquêtent sur des prêts qu'il a contractés en mettant l'appartement où ils vivent en garantie, mais il se trouve que l'appartement ne lui appartient pas. Vraiment? Oui, et il paraît qu'Angela n'était au courant de rien. Ils disent qu'elle va devoir rentrer d'Europe pour régler ce bazar. Quelle situation compliquée. Oui, et le pire, c'est qu'il paraît qu'Edward lui a menti sur l'affaire en Europe. Il n'y avait pas d'affaire. Il voulait juste fuir les dettes qu'il a ici. Parfait. Tout se déroulait exactement comme je l'avais prévu. Angela avait fait confiance à Edward, avait sacrifié sa relation avec moi pour lui, et maintenant, elle découvrait qu'il n'était pas l'homme qu'elle croyait. Cette nuit-là, je me suis assise sur le perron avec une tasse de thé et j'ai regardé les étoiles. Robert disait que les étoiles étaient les âmes des gens qui avaient y vécu pleinement, veillant sur leur famille depuis le ciel. Si c'était vrai, alors il était là-haut, observant son plan se dérouler à la perfection. Merci, mon amour, ai-je murmuré au ciel. Merci de prendre soin de moi, même après ta mort. Le lendemain, M. Peterson m'a appelé tôt. Madame Brooks, j'ai des nouvelles. Votre fille vient d'arriver dans le pays. Elle est à l'aéroport, seule. Seule? Oui. Apparemment, Edward est resté en Europe. Il y a des rumeurs d'une très grosse dispute. Je vois. Avez-vous envoyé la lettre? Je l'envoie aujourd'hui. Elle devrait la recevoir demain. J'ai raccroché et je suis restée dans la cuisine, ressentant un mélange de nervosité et d'anticipation. Après tant de semaines de planification silencieuse, le moment du premier véritable mouvement était enfin arrivé. Angela allait découvrir que sa mère n'était pas la victime sans défense qu'elle imaginait. Angela est arrivée à son appartement mardi soir.
Je le savais parce qu'Aurora, qui semblait avoir des informateurs partout, est venue me dire le lendemain. Antonia, ta fille est revenue hier soir. Je l'ai vue entrer avec une seule valise, mais elle avait l'air terrible, pâle, avec des cernes, comme si elle avait pleuré tout le vol. Seule, complètement seule. Et quelque chose d'étrange, Antonia. Quand le portier lui a demandé ses clés, elle ne les avait pas. Elle a dû demander au gardien de la laisser entrer avec le double d'urgence. Intéressant. Edward avait les clés, ce qui voulait dire qu'il avait probablement décidé de ne pas rentrer. Ou peut-être qu'Angela avait découvert quelque chose et s'était enfuie. Quoi qu'il en soit, ma fille était de retour, et très bientôt elle recevrait mon petit cadeau de bienvenue. Monsieur Peterson m'a appelé cet après-midi-là. Madame Brooks, la lettre a été livrée il y a 1 heure. Le portier a confirmé que votre fille l'a reçue en main propre. Parfait. Combien de temps lui avons-nous donné? 30 jours pour quitter l'appartement, conformément aux normes légales. Mais Madame Brooks, êtes-vous sûre de vouloir faire ça? C'est votre fille, après tout. Monsieur Peterson, ma fille m'a mise dehors de ma propre maison avec un appel de 2 minutes. Elle a vendu mes affaires sans demander. Elle m'a traité comme un déchet. Maintenant, elle va apprendre que les actes ont des conséquences. Je comprends. Je voulais seulement m'assurer que vous aviez réfléchi à toutes les implications. J'y ai réfléchi, Monsieur Peterson, à toutes. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée éveillée à imaginer le visage d'Angela en lisant la lettre. D'abord la confusion, puis l'incrédulité, puis la panique. Elle penserait sûrement que c'était une erreur, que quelqu'un essayait de l'arnaquer. Mais quand elle appellerait pour vérifier, elle découvrirait que tout était parfaitement légal. Le lendemain, comme si elle attendait mon appel, le téléphone a sonné à 8 heures du matin. C'était Angela, et sa voix était désespérée. Maman, maman, il faut que je te parle d'urgence. Bonjour chérie, comment était l'Europe? Maman, je n'ai pas le temps pour ça. J'ai reçu une lettre très étrange hier. Elle dit que je dois quitter mon appartement dans 30 jours. C'est une erreur, n'est-ce pas? Tu sais quelque chose là-dessus? Un avis d'expulsion. Quelle étrange histoire. De qui? D'une société dont je n'ai jamais entendu parler. Ça s'appelle... Attends, je retrouve la lettre. Robert Investments, Inc. Tu connais cette société? Robert avait utilisé son propre nom, comme c'était poétique. Non, chérie, je n'ai jamais entendu ce nom. Tu es sûre que la lettre est légitime? C'est ce que je veux savoir. Maman, j'ai besoin de ton aide. Je ne sais pas quoi faire. Edward m'a laissé en Europe. Il s'est enfui avec une autre femme et je reviens à ça. Je ne comprends pas ce qui se passe. Voilà la confirmation. Edward l'avait abandonné. Probablement quand l'argent s'est épuisé ou quand il a compris que les problèmes juridiques à la maison étaient plus graves qu'il ne le pensait. Pauvre Angela, elle avait sacrifié sa famille pour un homme sans valeur. Je suis tellement désolée, chérie. Tu es où maintenant? Je suis dans l'appartement, mais je ne sais pas pour combien de temps. Maman, je peux venir te voir? J'ai besoin de parler à quelqu'un. Je n'ai personne d'autre. L'ironie était parfaite. Maintenant qu'elle se retrouvait sans l'homme pour lequel elle m'avait abandonnée, elle se rappelait qu'elle avait une mère. Bien sûr, chérie, viens quand tu veux. J'arrive. J'ai raccroché et je me suis regardée dans le miroir. Je devais être parfaite pour cette représentation. J'ai mis ma robe grise la plus sobre, j'ai attaché mes cheveux en chignon simple et j'ai répété mon expression de mère inquiète mais résignée. Quand Angela arriverait, elle verrait exactement ce qu'elle s'attendait à voir. Une veuve pauvre et vulnérable, abandonnée par sa propre fille. Angela est arrivée 1 heure plus tard. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai été surprise de voir à quel point elle avait mauvaise mine. Elle avait maigri, avait de profonds cernes et ses vêtements coûteux étaient froissés et négligés. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. « Maman », a-t-elle dit, et un instant j'ai cru qu'elle allait me prendre dans ses bras, mais elle s'est arrêtée comme si elle se rappelait soudain la façon dont les choses s'étaient terminées entre nous. « Entre, chérie, tu veux du café? » « Oui, s'il te plaît. » Nous nous sommes assises dans la cuisine, à la même table où j'avais lu les documents de Robert des semaines plus tôt. Angela paraissait petite dans cette chaise, perdue, comme quand elle était enfant, et venait me parler de ses problèmes à l'école.
Maman, je suis tellement désolée de la façon dont je suis partie. Je sais que je ne t'ai pas bien traitée. C'est du passé, chérie. Non, ça ne l'est pas. Je t'ai maltraitée. J'ai dit des choses horribles et maintenant, sa voix s'est brisée. Maintenant, je n'ai plus personne. Qu'est-ce qui s'est passé avec Edward? Il est parti avec une serveuse de 25 ans à Paris. Il s'avère qu'il n'y a jamais eu d'affaires en Europe. Tout était un mensonge. Il voulait juste fuir les dettes qu'il avait ici et utiliser l'argent de la vente de ta maison pour financer son aventure. Toutes ces dettes? Oui, maman, tant de dettes. Il semble qu'il contractait des prêts depuis des années en utilisant l'appartement où nous vivions comme garantie. Mais maintenant, je découvre qu'il n'était pas propriétaire de l'appartement. Comment est-ce possible? Voilà mon occasion. Je ne sais pas, chérie. Les questions de propriété sont très compliquées. Le problème, c'est que maintenant les banques me poursuivent pour ces dettes. Elles disent que puisque nous étions mariés, je suis aussi responsable. Et en plus, cet avis d'expulsion. Maman, je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de travail, je n'ai nulle part où aller. Elle a commencé à pleurer, de vraies larmes, une vraie détresse. Et pendant un moment, mon cœur de mère s'est adouci. J'ai eu envie de la serrer, de la consoler, de lui dire que tout irait bien. Mais je me suis rappelé la froideur dans sa voix quand elle m'avait appelé du cabinet du médecin. La facilité avec laquelle elle m'avait jetée. La façon dont elle m'avait parlé comme si j'étais un fardeau. Tu as parlé à un avocat pour la lettre? Je n'ai pas d'argent pour un avocat, maman. On a dépensé tout l'argent en Europe. Edward a pris le peu qui restait quand il s'est enfui avec cette femme. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas, je pensais peut-être que je pourrais rester chez toi un moment, juste le temps de trouver un travail et de pouvoir louer un petit endroit. Voilà la question que j'attendais. Après m'avoir mise dehors, après avoir vendu mes affaires, après m'avoir traitée comme un déchet, elle me demandait maintenant de la sauver. Elle voulait que la veuve pauvre qu'elle avait créée la sauve des conséquences de ses actes. Bien sûr, chérie, cette maison sera toujours ta maison. Angela m'a regardée, surprise, comme si elle ne s'attendait pas à ce que ce soit si simple. Vraiment, maman, après tout ce qui s'est passé, tu es ma fille, Angela, ça ne changera jamais. Elle s'est levée et cette fois elle m'a serrée dans ses bras. C'était une étreinte désespérée de quelqu'un qui se noie et s'accroche à la seule chose qu'il trouve. Je l'ai serrée aussi, mais plus avec l'amour inconditionnel d'avant. Maintenant, il y avait du calcul dans mon étreinte, de la stratégie. Merci, maman. Je te promets que je vais trouver un travail bientôt. Je ne serai pas un fardeau. Ne t'inquiète pas de ça maintenant. Repose-toi, récupère, et ensuite on verra quelles sont tes options. Angela est partie cet après-midi-là récupérer quelques affaires dans son appartement. Je suis restée dans la cuisine, pensant à la facilité avec laquelle tout s'était déroulé. Elle était venue à moi exactement comme je l'avais prévu, brisée, désespérée, sans option, et surtout, elle ne soupçonnait rien. Pour elle, j'étais toujours la mère pauvre et abandonnée qui avait besoin de sa compassion. Mais ce n'était que la première partie de mon plan. La laisser vivre avec moi me donnait l'occasion parfaite pour la phase suivante. J'allais la laisser s'installer, se sentir en sécurité, croire qu'elle avait trouvé un refuge. Et puis, au moment où elle s'y attendrait le moins, j'allais lui apprendre la différence entre être pauvre par choix et être pauvre par conséquence. Cette nuit-là, j'ai appelé Monsieur Peterson. Monsieur Peterson, j'ai besoin que vous fassiez autre chose pour moi. Dites-moi, Madame Brooks, je veux que vous enquêtiez sur les dettes d'Edward. Je veux savoir exactement combien il doit, à qui et quelles options légales j'ai pour séparer ça de ma fille. Cela prendra du temps, mais c'est faisable. Parfait. Et Monsieur Peterson, je veux que cela reste absolument secret. Personne ne doit savoir que je suis derrière cette enquête. Bien sûr, Madame Brooks. Puis-je vous demander quel était votre plan final? Mon plan, Monsieur Peterson, est très simple. Je vais sauver ma fille, mais d'abord, elle doit comprendre ce que signifie vraiment toucher le fond. Quand j'ai raccroché, je me suis servi un verre du vin que Robert gardait pour les grandes occasions. Cela faisait longtemps que je n'avais pas eu une occasion spéciale comme celle-ci. Le jeu avait commencé, et pour la première fois depuis des mois, j'avais toutes les bonnes cartes en main. Angela a emménagé le lendemain.
Elle est arrivée avec 2 valises et un carton, tout ce qu'il restait de sa vie d'avant. Je l'ai regardée déballer dans son ancienne chambre, celle où elle dormait adolescente, et je pouvais voir l'humiliation dans chacun de ses gestes. Elle était passée d'un condo luxueux à un refuge dans sa chambre d'enfant. Maman, j'ai trouvé ça dans l'appartement, m'a-t-elle dit en me montrant une petite enveloppe Kraft. C'était parmi les affaires d'Edward, il y a ton nom dessus. Mon cœur s'est emballé, mais j'ai gardé mon calme. Mon nom? Comme c'est étrange. Oui, regarde. Elle m'a montré l'enveloppe. Il y avait bien mon nom écrit de la main de Robert, mais cette enveloppe était différente de celle que j'avais trouvée dans ma commode. Elle était plus petite, plus récente. Peut-être qu'Edward l'a trouvée parmi les affaires de papa quand il est mort et qu'il a oublié de me la donner, a dit Angela. C'est possible, je peux la voir? J'ai ouvert l'enveloppe devant elle. À l'intérieur, il y avait une courte lettre et une petite clé. La lettre disait « Antonia, si tu lis ceci après avoir reçu l'enveloppe principale, cela signifie que notre fille traverse une période difficile. Cette clé ouvre un coffre à la Banque centrale, agence du centre-ville. Numéro 247. Il y a quelque chose là-bas qui peut t'aider à l'aider, mais utilise-le avec sagesse. Avec un amour éternel, Robert. » Angela lisait par-dessus mon épaule. Un coffre? Papa avait un coffre? Je n'en avais aucune idée. Moi non plus, ai-je menti. Ton père ne m'en a jamais parlé. Tu crois qu'on devrait aller voir ce qu'il y a dedans? Je ne sais pas, chérie. Peut-être qu'il vaut mieux laisser les choses comme elles sont. Mais maman, il y a peut-être quelque chose d'important, des documents ou je ne sais pas, quelque chose de précieux qui pourrait nous aider. Le désespoir dans sa voix était palpable. Angela s'accrochait à la moindre possibilité de s'en sortir, et j'allais la laisser s'accrocher un peu plus longtemps avant de lui montrer toute la réalité. « D'accord, ai-je dit après une pause calculée. On peut y aller demain. » Cette nuit-là, Angela et moi avons dîné ensemble pour la première fois depuis des mois. C'est elle qui avait cuisiné, essayant d'être utile, mais la nourriture avait le goût de la culpabilité et du désespoir. Elle m'a raconté davantage ce qui s'était passé en Europe, et chaque détail était pire que le précédent. Edward a tout menti, maman. Pas seulement l'affaire, mais les dettes aussi. Je pensais qu'il devait un peu d'argent, mais il doit plus de 100 000 $. Et le pire, c'est qu'il a utilisé mon nom pour certains prêts sans que je le sache. Comment est-ce possible? Il a falsifié ma signature. Quand je l'ai épousé, je lui ai donné des documents pour gérer la banque de notre compte commun. Je n'aurais jamais imaginé qu'il les utiliserait comme ça. Tu as un moyen de prouver que tu ne savais pas? Je ne sais pas, tout est si compliqué. Les banques disent que puisque nous étions mariés, je suis responsable de toutes ces dettes de toute façon. Et le divorce? Je ne sais même pas où est Edward maintenant. Son téléphone est coupé. Il ne répond pas aux emails. Rien. C'est comme s'il s'était volatilisé. Parfait. Edward s'était enfui comme le rat qu'il avait toujours été, laissant Angela affronter seule les conséquences. D'une certaine façon, il m'avait rendu service. Maintenant, ma fille vivait exactement ce que j'avais ressenti quand elle m'avait abandonnée. La trahison de quelqu'un en qui elle avait eu une confiance totale. Je suis tellement désolée, chérie. Je ne savais pas que c'était si grave. Moi non plus, maman. Je croyais qu'Edward m'aimait, qu'on allait construire quelque chose ensemble, mais il s'avère que j'étais juste un moyen facile d'obtenir de l'argent et des documents. Angela a pleuré encore. Comment ai-je pu être si stupide? Comment n'ai-je pas vu qui il était vraiment? J'ai eu envie de lui dire que j'avais vu les signes dès le début, que j'avais essayé de la prévenir, mais ça aurait brisé mon masque de mère compatissante et vulnérable. L'amour peut aveugler parfois, chérie, ne t'en veux pas. Mais maman, je n'ai pas seulement ruiné ma vie, j'ai ruiné la tienne aussi. Je t'ai traité horriblement. J'ai pris ta maison, ton camion, tes affaires, et tout ça pour les donner à un homme qui m'a abandonnée à la première occasion. Maintenant, on est 2 femmes pauvres qui essaient de survivre à cause de moi. Si seulement elle savait, ai-je pensé, qu'en cet instant même j'avais plus d'argent qu'elle ne pourrait jamais l'imaginer, que j'étais propriétaire de l'immeuble où elle vivait, que je pouvais tout régler d'un seul appel. Mais ce n'était pas encore le moment. Le lendemain, nous sommes allés à la banque. Angela était nerveuse, pleine d'espoir.
Moi, je jouais la veuve confuse qui ne comprenait pas grand-chose à la finance. L'employé de banque nous a conduites au coffre, a vérifié mon identité et a ouvert le coffre numéro 247. À l'intérieur, il y avait des bijoux, beaucoup de bijoux, bagues, colliers, bracelets, boucles d'oreilles. J'ai reconnu certaines pièces comme des héritages de la famille de Robert. D'autres m'étaient totalement inconnues. Il y avait aussi une lettre expliquant l'origine de chaque pièce et sa valeur approximative. Angela a poussé un soupir. Maman, ça doit valoir une fortune. Tu crois? Oui, regarde cette émeraude et ce collier de perles. Maman, papa a caché un trésor ici. D'après la lettre de Robert, les bijoux valaient environ 200 000 dollars. C'était une somme importante, mais dérisoire par rapport au reste de mes actifs. C'était comme trouver quelques pièces sous le canapé quand on a 1 million sur son compte. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça, maman? Je ne sais pas, chérie. Ce sont des souvenirs de famille. Mais maman, on pourrait vendre certaines pièces. Avec cet argent, tu pourrais récupérer ta maison de plage, et moi je pourrais rembourser une partie des dettes d'Edward. Voilà encore. Même en découvrant quelque chose de précieux, sa première réaction était de penser à Edward. Elle n'avait encore rien appris. Tu es sûre de vouloir utiliser l'héritage de ton père pour payer les dettes d'Edward? Quelle autre option j'ai, maman? Si je ne paie pas rapidement, les banques vont saisir tout ce que j'ai. Et techniquement, je ne possède rien. Tout était au nom d'Edward. Nous avons ramené les bijoux à la maison. Angela les a étalés sur la table de la cuisine et les a examinés un à un, calculant lesquels vendre et lesquels garder. C'était douloureux de la voir réduire des décennies d'histoire familiale à des chiffres. Maman, je pense que je peux obtenir 180 000 dollars pour les bijoux, m'a-t-elle dit un après-midi en comptant des billets sur la table. C'est moins que je ne pensais, mais c'est suffisant pour payer les dettes les plus urgentes. Tu es sûre de vouloir faire ça? Je n'ai pas le choix. Si je ne paie rien bientôt, ils vont tout saisir. Même cette maison pourrait être en danger s'ils prouvent que j'ai un lien juridique avec des propriétés. Quelle ironie! Angela s'inquiétait de perdre une maison qui m'appartenait, de payer les dettes d'un homme qui l'avait abandonnée avec de l'argent provenant de bijoux appartenant au même homme qui avait créé la fortune capable de la sauver. Et comment vas-tu décider quelle dette payer en premier? J'ai parlé à un conseiller financier gratuit à la banque. Elle m'a dit de prioriser les dettes qui ont de vraies garanties, parce que ce sont celles qui peuvent mener à des saisies immédiates. Angela avait mûri en quelques semaines. La femme qui avait vendu mes biens sans me consulter enquêtait maintenant soigneusement avant chaque décision. La souffrance l'avait rendue plus responsable, mais aussi plus fragile. Cette nuit-là, pendant qu'elle organisait les documents de dette sur la table, j'ai reçu un appel de M. Peterson. Madame Brooks, j'ai un rapport complet sur les dettes d'Edward. La situation est pire que je ne le pensais. À quel point pire? Il doit plus de 200 000 dollars à plusieurs banques, et il a aussi des dettes auprès de prêteurs privés. Plus inquiétant encore, il a utilisé des documents falsifiés avec la signature de votre fille pour certains prêts. Cela signifie qu'Angela est légalement responsable. C'est compliqué. Si nous pouvons prouver qu'elle ne savait pas, on pourra la sortir de certaines dettes, mais ce sera long et coûteux. Coûteux à combien pour un bon avocat spécialisé? Probablement 50 000 dollars et il n'y a aucune garantie de succès. Je comprends. Et si elle paie simplement les dettes? Si elle a l'argent, ce serait la solution la plus rapide, mais je doute qu'elle ait accès à une telle somme. Monsieur Peterson, préparez tous les documents nécessaires pour sortir ma fille de ses dettes, mais ne lui dites rien pour l'instant. Et qui va payer, Madame Brooks? Je vais payer. Je ferai tout ce qu'il faut pour protéger ma fille, mais cela doit être géré d'une manière très spécifique. Quand j'ai raccroché, j'ai trouvé Angela dans le salon, regardant les bijoux avec une tristesse perdue. Elle semblait comme une enfant, ayant cassé son jouet préféré et ne sachant pas comment le réparer. À quoi penses-tu, chérie? À papa, à combien il serait déçu de moi s'il voyait ce que j'ai fait de ma vie. Ton père t'aimait beaucoup, Angela, il comprendrait. Non, maman, il m'a appris à être responsable, à valoriser la famille, à ne pas être égoïste. Et j'ai fait exactement l'inverse. J'ai abandonné ma mère pour un homme qui s'est révélé menteur. J'ai vendu les souvenirs de ma famille pour de l'argent. J'ai détruit tout ce qu'il a construit.
Pour la première fois depuis son retour, j'entendais un vrai regret. Pas seulement la plainte des conséquences, mais la reconnaissance que moralement, elle avait mal agi. Les gens font des erreurs, chérie. L'important, c'est d'apprendre. Mais comment apprendre de ça, maman? Comment réparer les dégâts que j'ai faits? Voilà la question. Angela était enfin prête à affronter la vérité. Mais pas encore le moment de sortir ma carte maîtresse. D'abord, je devais la laisser toucher le fond. Les jours suivants étaient cruciaux. Angela a décidé de vendre la plupart des bijoux, ne gardant que la bague de fiançailles que Robert m'avait offerte et un petit collier ayant appartenu à sa grand-mère. Je l'ai regardé préparer les visites chez les bijoutiers, comparer les prix, négocier. C'était douloureux, mais nécessaire pour qu'elle comprenne le poids réel de ses décisions. Un soir, M. Peterson m'a appelé. Madame Brooks, j'ai une nouvelle importante. Nous avons réussi à localiser Edward. Où est-il? À Paris, comme votre fille le soupçonnait. Mais voici l'élément intéressant. Il essaie d'obtenir une résidence française par un faux mariage avec la jeune femme que votre fille a mentionnée. Un faux mariage? Oui, la fille a besoin de papiers et lui a besoin d'un moyen de rester en Europe sans être expulsé. Mais le plus important, c'est que nous avons trouvé des preuves qu'il a délibérément falsifié les documents de votre fille avec l'intention de fuir le pays. Cela signifie qu'Angela peut être dégagée des dettes. C'était parfait. Je pouvais sauver Angela légalement sans qu'elle soupçonne l'ampleur de ma fortune. Monsieur Peterson, lancez la procédure immédiatement. Ne dites rien à ma fille pour l'instant. Je veux que ce soit entièrement réglé avant de lui annoncer. Je ne veux pas lui donner de faux espoirs. Compris. Cela prendra environ 3 semaines, peut-être un mois. Parfait. Quand j'ai raccroché, Angela m'a regardée, curieuse. Qui était-ce, maman? Une dame qui demandait Madame Davis, la voisine au coin. Elle s'est trompée de numéro. Mentir était devenu facile. Chaque jour, je me sentais plus à l'aise dans cette double vie. D'un côté, j'étais la mère pauvre et abandonnée qu'Angela croyait voir. De l'autre, j'étais une femme riche orchestrant son salut et son éducation. Pendant les 2 semaines suivantes, j'ai regardé Angela lutter avec des décisions qu'elle n'avait jamais eu à prendre. Comment étirer l'argent pour manger, comment négocier avec des créanciers, comment chercher un emploi quand votre crédit est ruiné. C'était une éducation cruelle mais nécessaire. Maman, j'ai passé 3 entretiens aujourd'hui, m'a-t-elle dit un soir en rentrant, les pieds gonflés et le visage épuisé. 2 m'ont dit qu'ils ne peuvent pas m'embaucher à cause des problèmes juridiques en cours. Le troisième m'a proposé un travail à temps partiel, nettoyer des bureaux la nuit. Tu vas le prendre? Je n'ai pas le choix, ça paie très peu, mais c'est mieux que rien, et je peux travailler la nuit tout en continuant à chercher mieux le jour. Voir ma fille, qui avait vécu confortablement pendant plus de 40 ans, se préparer à nettoyer des bureaux la nuit, m'a brisé le cœur. Mais cela m'a aussi rempli de fierté. Elle faisait enfin face à la réalité, sans attendre qu'on règle tout à sa place. Tu es sûre de pouvoir supporter un travail aussi physique? Je vais devoir apprendre. Je ne peux pas continuer à être un fardeau pour toi, maman. C'est déjà assez que tu me laisses vivre ici gratuitement. C'est ta maison, Angela. Non, maman, c'est ta maison, et je suis ici grâce à ta générosité, mais je n'en abuserai pas indéfiniment. Un soir, alors qu'Angela était à son premier service de nettoyage, Aurora est passée. Elle s'est assise dans la cuisine, buvant du thé et regardant les photos de famille. Antonia, il faut que je te demande quelque chose. Tu savais qu'Angela reviendrait dans cet état? Que veux-tu dire? Quand elle est partie, elle était si sûre d'elle, si arrogante. Elle parlait de la grande vie en Europe, du succès d'Edward. Et maintenant elle est revenue brisée, elle fait un boulot de ménage, elle vit chez toi. La vie prend des tournants. Oui, mais il y a autre chose. Je la regarde ces jours-ci, et elle a changé. Pas seulement triste, humble, comme si elle avait appris quelque chose d'important. Aurora était très perspicace. Qu'est-ce que tu crois qu'elle a appris? Je crois qu'elle a appris la valeur de ce qu'elle tenait pour acquis, comme avoir une mère qui l'aime sans condition. Peut-être? Antonia, je peux te dire quelque chose. Quand Angela est partie et t'a traité si mal, beaucoup d'entre nous pensaient que tu ne lui pardonnerais jamais. Et pourtant te voilà, tu prends soin d'elle, tu lui donnes un toit quand elle n'a nulle part où aller.
C'est ma fille, Aurora. Oui, mais toutes les mères ne feraient pas ça, surtout après avoir été traitée comme tu l'as été. Si Aurora connaissait toute la vérité, que j'avais le pouvoir de résoudre tous les problèmes d'Angela, mais que je choisissais de la laisser souffrir un peu pour qu'elle retienne la leçon. Tu crois que je fais bien? Je crois que tu fais ce que ferait une bonne mère. Mais je pense aussi qu'Angela doit comprendre pleinement ce qu'elle a perdu quand elle t'a abandonné. Comment ça? Elle doit te valoriser non seulement comme la mère qui la sauve, mais comme la femme forte qui a bâti une vie stable pendant 45 ans. Elle doit te respecter, pas seulement avoir besoin de toi. Aurora touchait exactement le point. Je ne voulais pas qu'Angela revienne par désespoir. Je voulais qu'elle revienne par respect et amour mature. Et comment ça peut arriver? Je crois que c'est déjà en train d'arriver. Je l'ai vu, Antonia. La façon dont elle te parle n'a plus rien à voir. Ce n'est plus une fille qui te donne des ordres ou te traite comme un fardeau. C'est une femme adulte, vraiment reconnaissante de t'avoir. Cette nuit-là, quand Angela est rentrée, je l'ai vue fatiguée, mais avec une dignité nouvelle. Elle avait gagné ses quelques dollars par son effort, et ça comptait. Comment s'est passée ta première nuit? Ah, dur, mais pas autant que je le craignais. Les autres dames m'ont beaucoup aidée. L'une d'elles, Madame Johnson, m'a appris des astuces pour nettoyer plus efficacement. Madame Johnson? Oui, elle a 60 ans et elle nettoie des bureaux depuis 20 ans. Elle m'a dit qu'elle avait commencé après que son mari l'a quittée avec 3 petits-enfants. Elle dit que ce n'est pas le travail dont elle rêvait, mais que ça lui a donné indépendance et dignité. Elle a l'air sage. Elle l'est. Elle m'a dit quelque chose qui m'a fait beaucoup réfléchir. Elle m'a dit qu'il y a 2 types de gens qui finissent à faire ce travail. Ceux qui n'ont jamais eu d'opportunité et ceux qui ont gâché celle qu'ils avaient. Elle m'a demandé dans quel groupe j'étais. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? La vérité, que j'avais toutes les opportunités, une famille qui m'aimait, un foyer stable, un héritage, et que j'ai tout gâché en suivant un homme sans valeur. Et qu'a-t-elle dit? Elle a ri et a dit: Eh bien, ma chérie, au moins tu sais exactement pourquoi tu es ici. Ça te met une longueur d'avance sur la plupart. Angela s'est versé un verre d'eau et s'est assise à la table avec moi. Maman, je veux que tu saches quelque chose. Ces dernières semaines ont été les plus dures de ma vie, mais aussi les plus importantes. Pourquoi? Parce que je comprends enfin ce qui compte vraiment. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas vivre dans l'appartement le plus luxueux, ce n'est pas impressionner les gens, c'est avoir des personnes qui t'aiment vraiment, qui sont là quand tout s'écroule. Angela, non, laisse-moi finir. Tu as tous les droits de me détester pour ce que je t'ai fait. Je t'ai abandonné quand tu avais le plus besoin de moi. J'ai pris tout ce que papa t'avait laissé. Je t'ai traité comme une nuisance. Et maintenant je suis revenue en attendant que tu me pardonnes et que tu prennes soin de moi. Je t'ai pardonné, chérie. Mais je ne me suis pas pardonnée, et je ne le ferai pas tant que je n'aurai pas prouvé que j'ai vraiment changé. Monsieur Peterson m'a appelé le lendemain matin. Madame Brooks, j'ai d'excellentes nouvelles. La procédure est presque terminée. Nous pouvons libérer votre fille de toutes les dettes d'Edward. C'était le moment. Après des semaines à voir Angela lutter, travailler, réfléchir, l'instant était arrivé de lui montrer qu'elle n'avait jamais été seule, que quelqu'un veillait sur elle. Monsieur Peterson, organisez un rendez-vous. Il est temps que ma fille sache toute la vérité. Monsieur Peterson a fixé le rendez-vous au vendredi matin à son bureau. J'ai dit à Angela que j'avais pris un rendez-vous avec un avocat qui pouvait l'aider, sans entrer dans les détails. Elle a accepté de venir, même si elle était anxieuse à cause du coût. Maman, je n'ai pas d'argent pour payer un avocat. J'ai à peine de quoi couvrir les dépenses de base. Ne t'inquiète pas pour ça, chérie. Écoutons simplement ce qu'il a à dire. Nous sommes arrivés à l'heure au bureau de Monsieur Peterson. Angela s'était habillée avec ses meilleurs vêtements, qui paraissaient un peu trop grands sur son corps amaigri. Elle était nerveuse, se tordant les mains, s'attendant à une autre mauvaise nouvelle. Monsieur Peterson nous a accueillis avec son sourire professionnel. Madame Brooks, Mademoiselle Brooks, merci d'être venue. Merci de nous recevoir, a répondu Angela. Mais je dois vous prévenir, ma situation financière est très compliquée et je ne peux probablement pas payer des honoraires élevés. C'est justement de cela que nous allons parler.
a dit M. Peterson en échangeant un regard avec moi. Mais d'abord, je veux que vous lisiez ces documents. Il a tendu à Angela un dossier épais. Elle l'a ouvert et a commencé à lire, son expression passant progressivement de la confusion à la surprise. Je ne comprends pas. Ces documents disent qu'Edward a falsifié ma signature, qu'il y a des preuves de fraude et que je ne suis pas responsable des dettes. C'est exact. Nous enquêtons sur votre cas depuis plusieurs semaines. Nous avons trouvé suffisamment de preuves pour démontrer que vous avez été victime d'une usurpation d'identité. Mais comment est-ce possible? Qui a payé cette enquête? Je n'ai pas d'argent pour ça. Monsieur Peterson m'a regardé. C'était mon moment. Angela, il y a quelque chose que je dois te dire. Quoi, maman? J'ai inspiré profondément. Après des semaines de jeu, j'allais enfin révéler la vérité. Ton père m'a laissé plus que tu ne le savais. Beaucoup plus. Qu'est-ce que vous voulez dire? Montrez-lui les autres documents, ai-je dit à M. Peterson. Il a sorti un second dossier et l'a donné à Angela. Cette fois, c'étaient les actes de propriété, les relevés bancaires, les certificats d'investissement, toute la fortune que Robert avait bâtie en secret. Angela a lu en silence pendant plusieurs minutes. Son visage a traversé toute une palette d'émotions. Confusion, incrédulité, choc, puis compréhension. Maman, ça dit que tu es propriétaire de l'immeuble où je vivais? Oui. Et que tu as d'autres propriétés, des comptes, des investissements? Oui. Ça veut dire que quand j'ai vendu la maison de plage, elle était à toi et la vente était frauduleuse. Je l'ai déjà récupérée. Angela a fixé les papiers, essayant d'absorber l'information. Depuis quand tu sais tout ça? Depuis le jour où tu m'as appelé du cabinet du médecin. Tu savais tout ça quand je suis revenue d'Europe te demander de l'aide. Oui. Tu savais que tu pouvais résoudre tous mes problèmes quand tu me voyais pleurer chaque nuit? Oui. Il y a eu un long silence tendu. Angela a refermé les dossiers et m'a regardé droit dans les yeux. Pourquoi, maman? Pourquoi m'as-tu laissé souffrir alors que tu pouvais m'aider? C'était la question que j'attendais. Parce que tu devais apprendre quelque chose que tu ne pouvais apprendre autrement. Quoi? Tu devais apprendre la valeur de ce que tu avais perdu, la valeur de la famille, du respect, de la responsabilité. Quand tu m'as abandonné, ce n'était pas seulement l'argent que tu m'as pris, c'était ma dignité, mon amour, ma confiance. Angela a commencé à pleurer, mais ce n'étaient plus des larmes d'apitoiement, c'étaient des larmes de compréhension profonde. Je t'ai abandonné quand tu avais le plus besoin de moi. Oui, je t'ai traité comme un déchet. Oui, et tu m'as sauvé quand même. Oui, mais pas comme tu l'attendais. Je ne t'ai pas sauvé en te donnant de l'argent pour que tu refasses les mêmes erreurs. Je t'ai sauvé en te laissant toucher le fond pour que tu apprennes à te sauver toi-même. Monsieur Peterson est intervenu discrètement. Mademoiselle Brooks, votre mère a payé tous les frais juridiques pour vous libérer des dettes d'Edward. Elle a aussi récupéré toutes les propriétés vendues frauduleusement. Vous êtes complètement libre de tout problème légal. Et le travail de ménage que j'ai trouvé? Tu peux le quitter si tu veux, ai-je dit, mais j'espère que tu ne le feras pas. Pourquoi? Parce que ce travail t'apprend quelque chose que tu n'as jamais appris quand tout était facile. Il t'apprend la valeur de ton effort, la dignité du travail honnête, l'importance de respecter chaque dollar que tu gagnes. Angela s'est essuyé les larmes et m'a regardé avec une expression que je n'avais pas vue depuis des années. Ce n'était pas le regard d'une fille qui a besoin de sa mère, mais celui d'une femme adulte qui respecte une autre femme. Tu me pardonnes, maman? Je t'ai pardonné il y a longtemps, chérie. La question c'est, peux-tu te pardonner? Je ne sais pas, j'ai fait des choses impardonnables. Les gens font des erreurs, Angela. L'important, c'est ce qu'on fait après les avoir reconnus. Monsieur Peterson nous a laissés seuls quelques minutes. Angela et moi sommes restés en silence à digérer tout ce qui venait de se passer. Maman, je veux que tu saches quelque chose. Même si tu n'avais pas eu tout cet argent, même si tu avais vraiment été la veuve pauvre que je croyais, j'aurais appris la même leçon. Laquelle? Qu'il n'y a rien de plus précieux que d'avoir quelqu'un qui t'aime sans condition. Pendant ces semaines, la seule chose qui m'a gardée saine, c'était de savoir que j'avais un foyer avec toi. Qu'importe à quel point j'avais ruiné ma vie, tu étais toujours ma mère. Ça ne changera jamais, Angela. Je sais,
Mais je sais aussi que je ne peux plus jamais tenir cet amour pour acquis. Je dois le mériter chaque jour, par le respect, par la gratitude, par des actes, pas seulement des mots. Nous avons quitté le bureau de M. Peterson avec une relation entièrement nouvelle. Nous n'étions plus seulement mère et fille, liées par le sang et l'habitude. Nous étions deux femmes adultes qui s'étaient choisies après l'épreuve la plus difficile. Les semaines suivantes ont été consacrées à reconstruire, mais pas comme Angela l'aurait cru. Même en sachant que j'avais assez de ressources pour résoudre tous ces problèmes, elle a choisi de garder son travail de nuit. Maman, je dois finir ce que j'ai commencé, m'a-t-elle dit un après-midi en se préparant pour aller travailler. Je ne peux pas revenir à une vie confortable comme si rien ne s'était passé. Tu es sûre? Ce n'est pas une punition, c'est une façon de me souvenir de qui j'étais et de qui je veux être maintenant. Je l'ai regardée enfiler son uniforme, impensable quelques mois plus tôt quand elle vivait dans le condo luxueux avec Edward. Mais quelque chose avait changé dans sa posture, dans sa façon de bouger. Elle n'était plus la femme brisée qui avait pleuré à ma porte. Elle avait trouvé de la dignité dans le travail honnête. Aurora est venue me voir cet après-midi-là, comme elle le faisait tous les quelques jours. Antonia, il y a des rumeurs très étranges dans le quartier. Quelles rumeurs? On dit que tu n'es pas aussi pauvre qu'on le croyait. Quelqu'un a vu Angela sortir d'un cabinet d'avocat très chic au centre-ville, puis on l'a vue payer toutes ses dettes à la banque. Les gens parlent. Les gens parlent beaucoup, Aurora. Oui, mais ils disent aussi que tu as récupéré ta maison de plage et que d'une manière ou d'une autre, tu as réglé tous les problèmes juridiques d'Angela. Ça coûte cher. Antonia. Aurora me connaissait trop bien pour que je la trompe longtemps. Qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Je veux savoir si mon amie depuis 40 ans m'a menti sur sa situation. Je me suis servi une tasse de thé et je me suis assise en face d'elle. C'était le moment d'être honnête avec quelqu'un d'autre. Robert m'a laissé plus que ce que quiconque savait. Aurora. Beaucoup plus. Combien plus? Assez pour qu'Angela et moi n'ayons plus jamais à nous inquiéter d'argent. Aurora est restée silencieuse un instant. Et pourquoi as-tu fait semblant d'être pauvre pendant tout ce temps? Parce que j'avais besoin qu'Angela apprenne quelque chose qu'elle ne pouvait apprendre autrement. Je lui ai raconté toute l'histoire, l'appel cruel d'Angela, mon plan, les semaines à l'avoir touché le fond, et enfin, la révélation au bureau de M. Peterson. Antonia, c'est à la fois brillant et terrible. Terrible? Oui, parce que tu as laissé ta propre fille souffrir alors que tu pouvais l'aider tout de suite. Mais aussi brillant, parce que je comprends pourquoi tu l'as fait. Tu comprends? Oui, si tu lui avais simplement donné de l'argent pour résoudre ses problèmes, elle aurait appris qu'il y a toujours quelqu'un pour la sauver des conséquences de ses choix. Exactement. Mais Antonia, ça ne t'a pas fait mal de la voir souffrir? Chaque jour, chaque nuit, je la voyais pleurer, je la voyais se lever épuisée pour aller travailler. Mais je savais que si je la sauvais trop tôt, elle n'apprendrait pas toute la leçon. Et tu crois qu'elle l'a apprise? Regarde par toi-même. Angela sait qu'elle pourrait vivre confortablement, mais elle a choisi de garder son travail. Elle sait qu'elle pourrait déménager, mais elle a décidé de rester ici avec moi. Elle sait qu'elle n'a plus à s'inquiéter des dettes, mais elle utilise ses propres économies pour aider d'autres femmes dans des situations similaires. Elle aide d'autres femmes? Oui, elle s'est liée d'amitié avec les dames avec qui elle travaille et elle aide une collègue qui a du mal à payer la garderie de son fils. Aurora a souri. Ce n'est pas l'Angela qui est partie en Europe. Non, cette Angela comprend que l'argent est un outil, pas un but. Elle comprend que la dignité vient du travail et du respect, pas des biens matériels. Ce soir-là, quand Angela est rentrée, elle m'a trouvée en train de lire dans le salon. Maman, je dois te dire quelque chose. Aujourd'hui, Madame Johnson m'a demandé si j'étais la fille de la riche dame du quartier nord. Qu'est-ce que tu lui as répondu? J'ai dit oui, que tu as assez d'argent pour que je n'ai pas besoin de travailler. Et tu sais ce qu'elle m'a demandé ensuite? Quoi? Elle m'a demandé pourquoi je travaillais encore. Alors je lui ai expliqué que c'est parce que je dois me prouver que je peux tenir debout toute seule. Et qu'a-t-elle dit? Elle a ri et a dit: Ma chérie, voilà la différence entre être riche et jouer à être riche.
Ta mère t'a appris à être vraiment riche. Madame Johnson est très sage. Elle l'est. Et elle m'a fait comprendre quelque chose d'important. Ce n'est pas l'argent qu'on a, mais la façon dont on l'utilise et dont on s'y rapporte. Angela s'est assise près de moi. Maman, j'ai pris une décision. Je vais continuer à vivre ici avec toi, mais pas comme une fille revenue chez sa mère. Je veux rester ici comme une femme adulte qui choisit de partager sa vie avec sa mère. Quelle différence? La différence, c'est que je vais payer ma part des dépenses. Je vais contribuer à l'entretien de la maison et je vais traiter notre relation comme un partenariat entre deux femmes indépendantes qui s'aiment et se respectent. Angela, tu n'es pas obligée? Si, je le suis. Maman, j'ai besoin que notre relation soit différente. Avant, j'étais une fille qui prenait l'amour de sa mère pour acquis. Maintenant, je veux être une femme adulte qui protège la relation la plus importante de sa vie. Et ton travail? Je vais continuer à travailler, mais pas forcément à nettoyer des bureaux pour toujours. Je veux retourner à l'école. Je veux me préparer à faire quelque chose de plus utile. Mais je veux le faire étape par étape, en méritant chaque opportunité. Tu sais ce que tu veux étudier? Oui, je veux étudier le travail social. Ces semaines m'ont appris combien de gens traversent des situations difficiles sans personne pour les soutenir. Je veux utiliser les ressources qu'on a pour aider d'autres femmes qui vivent ce que j'ai vécu. C'était parfait. Angela avait non seulement appris à valoriser ce qu'elle avait, mais elle avait trouvé une manière constructive d'utiliser son expérience. Et Edward? Monsieur Peterson m'a dit qu'il a été arrêté en France pour le faux mariage. Il va être expulsé bientôt, mais honnêtement, maman, je m'en fiche. Cette partie de ma vie est terminée. Tu ne ressens aucune rancune? Non, Edward m'a rendu service sans le savoir. S'il ne m'avait pas trahi, je n'aurais jamais touché le fond. Et si je n'avais jamais touché le fond, je n'aurais jamais appris à apprécier ce que j'ai. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, je me suis couchée en paix. Mon plan avait parfaitement fonctionné. Angela avait appris tout ce qu'elle devait apprendre, et elle en était sortie plus forte, plus sage et plus compatissante. Robert aurait été si fier. 6 mois plus tard, notre vie avait trouvé un nouvel équilibre que nous n'aurions jamais imaginé. Angela a terminé ses études de travail social avec d'excellentes notes, et j'ai décidé d'utiliser une partie de mes ressources pour créer une fondation afin d'aider les femmes victimes de violences domestiques et d'abandon financier. Maman, la lettre de l'université est arrivée, a dit Angela un matin en entrant dans la cuisine, une enveloppe à la main. J'ai été acceptée au programme de master. Je commence au semestre prochain. Mais maman, je veux que tu saches que je vais le payer avec mes propres économies. J'ai économisé avec mon travail à la ville. Le salaire n'est pas élevé, mais elle avait appris à vivre avec l'essentiel et à valoriser chaque dollar gagné. Tu es sûre, on peut facilement payer ce master. Je sais, mais j'ai besoin de le faire moi-même. Ça fait partie de ce que je suis maintenant. Aurora est venue cet après-midi-là, comme chaque vendredi. Elle était devenue une confidente pour nous deux, observant notre transformation avec fascination. Antonia, je dois t'avouer quelque chose. Au début, je te trouvais très dure avec Angela. Et qu'est-ce que tu en penses maintenant? Maintenant, je pense que tu es la mère la plus sage que j'ai jamais connue. Regarde ta fille. Vraiment, regarde-la. C'était vrai. L'Angela dans le salon, en train d'étudier, n'avait plus rien à voir avec celle qui était partie pour l'Europe. Elle avait une sérénité intérieure, une confiance fondée sur ses propres réussites, pas sur les objets. Tu sais, je l'ai vue hier au supermarché. Elle achetait des légumes pour une famille qu'elle aide dans le cadre de son travail. Elle ne t'en a pas parlé. Et quand je lui ai demandé pourquoi elle utilisait son propre argent au lieu du budget public, elle m'a dit que certaines choses ne se mesurent pas en budget officiel. Ce soir-là, Angela et moi avons dîné sur le perron, comme c'était devenu notre tradition. Maman, j'ai reçu une lettre très étrange aujourd'hui, a-t-elle dit en coupant sa salade. De qui? D'Edward? Mes muscles se sont tendus. Edward? Il t'a écrit? D'où? De prison en France. Apparemment, il a été condamné à 2 ans pour fraude au mariage. Dans la lettre, il dit qu'il regrette tout et qu'il veut me demander pardon. Et qu'est-ce que tu en ressens? Honnêtement, je ne ressens rien, ni colère, ni tristesse, ni envie de vengeance.
C'est comme si cette partie de ma vie avait eu lieu il y a des décennies, pas il y a quelques mois. Tu vas lui répondre? Non, pas parce que je le hais, mais parce qu'il n'y a rien à dire. L'Angela qu'il a épousée n'existe plus. Cette Angela n'a rien à lui dire. J'étais impressionnée par sa maturité. La femme assise en face de moi avait acquis une force intérieure née du fait d'avoir touché le fond et de s'être relevée. Tu sais ce que toute cette expérience m'a appris, maman? Quoi? Que le vrai amour n'est pas celui qui te dit ce que tu veux entendre. Le vrai amour est celui qui t'enseigne ce que tu dois apprendre, même quand ça fait mal. Le lendemain, c'était dimanche, et nous avions prévu d'aller à la maison de plage ensemble pour la première fois depuis que je l'avais récupérée. Angela avait refusé avant, disant qu'elle avait besoin de temps. Tu es prête? Lui ai-je demandé en montant dans le camion. Je crois. Le trajet s'est fait en silence, mais un silence confortable. Quand nous sommes arrivés, Angela est restée un moment près du camion, regardant la maison où nous avions passé tant d'été. Elle est exactement pareille, a-t-elle murmuré. Certaines choses ne changent pas, mais d'autres, oui. Je ne suis pas la même personne qui a vendu cette maison. Nous sommes entrés ensemble. La maison était propre et ordonnée, comme Robert et moi l'avions toujours tenue. Angela a parcouru chaque pièce, touchant les meubles, regardant les photos. Maman, je veux m'excuser. Tu t'es déjà excusée, chérie? Non, je veux m'excuser spécifiquement pour cette maison. Pas seulement pour l'avoir vendue, mais pour avoir réduit nos souvenirs à une transaction. C'est pardonné. Cette maison représente 40 ans d'été, d'anniversaire, de Noël. Papa a construit cette véranda de ses mains. Tu as planté ce jardin. J'ai appris à nager sur cette plage. Et j'ai tout transformé en argent pour l'aventure d'un homme sans valeur. Elle s'est assise sur le canapé où Robert lisait le dimanche matin. Tu sais ce qui me fait le plus mal? Quoi? Quand je l'ai vendue, je n'ai rien ressenti. C'était juste une propriété. Maintenant, en étant ici, je peux sentir papa dans chaque coin. J'entends son rire, je sens son café du matin, je vois ses lunettes sur la table. Il est là, Angela. Il a toujours été là. Je sais, et je sais aussi qu'il est fier de la façon dont tu as géré tout ça. Nous avons passé la journée à cuisiner ensemble, à nettoyer, à réparer de petits détails. C'était comme un rituel de reconnexion avec le lieu et avec les valeurs qu'il portait. Quand le soleil a commencé à se coucher, nous nous sommes assises sur la véranda, regardant l'océan. Maman, j'ai une proposition. Laquelle? Je veux qu'on transforme cette maison en refuge temporaire pour des femmes qui fuient des violences domestiques, un endroit où elles pourraient rester le temps de reconstruire leur vie. C'était la proposition parfaite. Robert aurait adoré l'idée que notre maison serve à aider d'autres familles. Je trouve que c'est une très belle idée, chérie. On peut utiliser les ressources de la Fondation pour l'entretenir, et tu peux superviser le programme grâce à ton travail. Tu es sûre de vouloir transformer notre sanctuaire familial en ça? Les meilleurs sanctuaires sont ceux qu'on partage. Ton père disait toujours qu'une maison n'est vraiment un foyer que lorsqu'elle ouvre ses portes à ceux qui ont besoin d'amour. Nous sommes rentrés ce soir-là avec un nouveau projet et une relation renouvelée. Nous n'étions plus une mère et une fille liées par obligation ou besoin. Nous étions deux femmes qui avaient choisi consciemment de bâtir une vie ensemble, fondée sur l'amour, le respect et un but commun. Cette nuit-là, avant de m'endormir, j'ai parlé à Robert en silence. Nous l'avons fait, mon amour. Notre fille a enfin compris l'essentiel. Et pour la première fois depuis sa mort, j'ai senti qu'il me répondait. Je savais que tu y arriverais. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. La justice était venue non pas comme une vengeance, mais comme une leçon. Non pas comme une punition, mais comme une transformation. Et au bout du compte, nous avions toutes deux gagné quelque chose de bien plus précieux que l'argent. Une relation authentique, bâtie sur des fondations solides qu'aucune crise future ne pourrait détruire. Est-ce que vous avez aimé mon histoire? Et de quelle ville vous m'écoutez? Merci infiniment pour votre doux soutien. J'attends avec impatience vos commentaires sur l'histoire. Il y a bien plus sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve à la prochaine histoire de vie. Avec amour et respect, la vie sans phare.